Bonjour à tous. Je pense qu'on va démarrer juste pour pas prendre trop de retard. On est un peu débordé sur la partie keynote. Il faut laisser le temps un peu de prendre des cafés, mais bon, on va démarrer tranquillement. Et puis, on verra si des gens nous rejoignent. Une session sur la modélisation dimensionnelle. Pour ceux qui étaient hier à la session de François et d'Aurélien. Ils en ont un petit peu parlé, donc l'idée c'est de continuer un petit peu, mais de descendre un petit peu sur la partie modélisation. Peut-être une première présentation. Je vais commencer. Donc je suis MVP SQL Server. Je fais du décisionnel de Microsoft depuis un peu plus de 5 ans. Globalement, je fais du SQL Server depuis une dizaine d'années. Vous pouvez me suivre sur mon blog et je parlerai tout de suite après d'Azeo. Florian ? Allô ? Allô ? Voilà, c'est mieux, pardon. Donc, Florian Eden, moi je suis architecte décisionnel pour la société MC Next, on va en parler tout de suite. J'ai aussi 5 ans d'années sur le décisionnel sur les technos Microsoft. Et vous avez mon blog qui est également là. Vous pouvez donc nous contacter tous les deux, que ce soit Jean-Pierre ou moi, si vous avez des questions sur le sujet. N'hésitez pas à venir nous contacter et d'utiliser les blogs. Voilà, il n'y a même plus besoin de mettre les adresses email maintenant, puisque avec les blogs, on nous retrouve. Ouais. Donc MC Next, déjà vous avez dû nous voir, hein, on a les très jolies filles qui sont juste devant l'entrée, là, juste devant la porte. En bref, donc 100% Microsoft, on est 150, on est structuré sur 4 pôles, BI, SharePoint, .NET, BizTalk. On fait du décisionnel Microsoft et Microsoft nous aime bien. On a une grosse expertise sur les produits, mais vous allez le voir, on fait également de l'architecture, c'est ça qui est intéressant, et on a un accompagnement global. Voilà, j'ai fait rapide. On va faire rapide. Ouais. Azeo, je ne me représente pas. Azeo, c'est une petite société de services pure player sur les technos Microsoft qui a moins de 2 ans d'existence. Pareil, expertise, plusieurs pôles, SharePoint, BI, infrastructure et développement. Fondé par 2 anciens de Microsoft, un ancien commercial et un ancien engagement manager de chez MCS. Et j'ai rejoint récemment cette société pour développer toute la partie SQL. Et je pense qu'on a fini avec la partie pub et qu'on va passer dans le vif du sujet. On va attaquer. Donc, première chose, pourquoi cette présentation ? C'est vrai qu'elle est un petit peu originale parmi le cursus de ces 2 jours. On ne va pas parler produits, même si on fait tous du Microsoft. On est vraiment là pour parler décisionnel à proprement parler, la science du décisionnel. Et cette présentation, elle répond au point d'interrogation qu'il y a entre les compétences techniques et les compétences métiers. Donc, on connaît les produits, on peut être certifié sur les produits, on peut apprendre le SQL, le MDX, on peut voir toutes les technos. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a les compétences métiers. Les compétences métiers, ça va être de la finance, du retail, du RH. Et au milieu, on a vraiment le décisionnel. Comment est-ce qu'on va construire son data warehouse ? Comment on va modéliser sa structure de données pour répondre aux questions du métier en utilisant au mieux les outils techniques. Donc, on a 1h15. Globalement, on est un peu déjà en retard. On va passer une première grosse partie sur la modélisation dimensionnelle, donc à proprement parler comment modéliser son data warehouse. Ensuite, on va traiter on va faire un zoom sur certains concepts avancés. On va voir, on a des mots-clés qui, je pense, vont vous intéresser. Et la petite originalité, c'est, je vais vous faire passer, pendant que Florian continue la session, je vais vous faire passer des petits papiers. Et l'idée, c'est que pour ces concepts avancés, plutôt qu'on vous fasse des scénarios préétablis, il y en aura quelques-uns, je vous rassure. Mais l'idée, c'est si vous avez des problèmes de modélisation, si vous connaissez une problématique, un métier, quelque chose, ou des questions purement techniques, vous les notez. On fera un petit débrief tout à l'heure, à peu près à la mi-séance, et puis on prendra quelques sujets. N'oubliez pas de mettre votre prénom et le nom de la société, juste pour qu'on puisse vous citer. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom. Donc je te laisse continuer. Ouais, on attaque directement par la modélisation dimensionnelle. Donc là, on va essayer de définir les objectifs du décisionnel. Tout commence dans l'IT, tout commence dans le monde applicatif. Donc on a des clients lourds, des clients légers, qui utilisent des serveurs d'application. On a des applications déployées dans notre IT qui vont générer des données, qui vont aller écrire des données dans une base. Donc là, on est vraiment dans le monde OLTP. C'est des transactions, ça va être insérer une nouvelle commande, updater un enregistrement client. On fait des transactions au niveau unitaire. On va avoir un premier besoin métier qui va être ma base qui stocke mes données applicatives, elle va grandir avec le temps. Elle va grandir, et au bout d'un moment, elle va être tellement grosse qu'elle va ralentir mes performances de production. Donc le premier besoin qu'on va avoir, c'est un besoin d'historisation.
On va dire, OK, cette base, je vais être obligé de la purger, je vais être obligé de la nettoyer pour ne garder qu'un an, 6 mois d'historique sur mon système applicatif. Mais les données qu'on va purger, c'est dommage de les perdre. Elles ont une valeur, elles représentent quelque chose pour mon entreprise. Je vais aller les déposer dans une boîte, dans une base à part. Je vais délester mon applicatif et je vais conserver ces données dans une base à part. Ça va être le premier besoin du décisionnel, ça va être l'historisation des données. Il y a un deuxième besoin métier, c'est que non seulement on a une application pour gérer nos collaborateurs, une application RH, on a l'applicatif qui sert à gérer les ventes, on a également l'outil qui nous permet de passer les achats auprès de nos fournisseurs. On a ces 3 outils différents et on se dit, ce serait quand même pas mal de pouvoir analyser mes ventes par rapport à mes achats, par rapport à mon inventaire, ce serait pas mal de pouvoir comparer les ventes par rapport à mes commerciaux. On a un besoin de centralisation, de dire, on a des données qui existent, qui sont chacune dans un silo applicatif. J'aimerais bien les avoir à un endroit unique et pouvoir passer des requêtes sur mes différents univers fonctionnels. Et on a un troisième besoin métier qui est mon entreprise. Elle a une activité que je ne connais pas forcément à 100%. J'écris des données dans une boîte noire. Est-ce que je ne pourrais pas utiliser cette boîte noire pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe au niveau de mes ventes, au niveau de mes collaborateurs? Est-ce que je peux utiliser cette boîte noire, sortir les données, extraire les données et utiliser ces données pour m'informer, pour analyser mon activité et pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer au niveau de mon entreprise? Voilà, ça c'est le Data Warehouse. On a les 3 objectifs du Data Warehouse. On a l'historisation, on a la centralisation et on a l'analyse. Voilà, donc on retrouve tout dans un seul schéma, avec des jolies petites flèches. Ces 3 besoins, ils passent par 5 étapes. Donc d'abord, on a un thème de préparation. On va extraire les données, on va aller les chercher, on va les nettoyer et on va les stocker. Donc c'est les petites dames qui vont nettoyer les émissions de télé. Et ensuite, on a la présentation, où vraiment là, on va analyser nos données et on va aller les reporter, les fournir à mes utilisateurs pour qu'ils puissent les utiliser avec intelligence. Je fais une petite parenthèse sur le stockage. Il y a vraiment 2 besoins. Hein. Quand je disais un besoin d'historisation, il y a 2 besoins de stockage. Il y a un besoin d'archivage qui est vraiment, je veux conserver mes enregistrements tels qu'ils étaient dans mon système source. Donc là, j'ai par exemple des tables que j'aimerais en faire une copie en cas d'audit pour avoir une donnée, pour voir ce qui se passe. Ça, c'est un premier besoin. On peut y répondre par des serveurs de stockage, par des bandes, du stockage sur bande. Le besoin d'historisation, c'est pouvoir comparer mon chiffre d'affaires de l'année dernière par rapport à mon chiffre d'affaires de cette année. Il y en a un, l'historisation, c'est celui qu'on va continuer à voir. L'archivage, c'est plus une problématique d'espace disque. Je conserve mes CSV au format source. Ça, c'est autre chose, qui fait partie également du décisionnel, mais on ne va pas traiter sur cette modélisation. Donc on va replacer ces 5 étapes sur le schéma qu'on vient de voir. Les 2 premières, c'est l'extraction et le nettoyage. Donc ça, c'est évident, c'est en bas. Ça permet d'alimenter les données dans le Data Warehouse, qui va être utilisé pour stocker et pour analyser les données. Une fois que c'est stocké et c'est analysé, on va pouvoir faire un reporting. Voilà, donc on retrouve les 5 grandes étapes du décisionnel qui correspondent aux 3 besoins. Le cœur de cette session, le cœur de cette présentation, c'est de parler de stockage et d'analyse. C'est comment construire mon décisionnel pour répondre au mieux aux 2 blocs bleus qui sont en bas à droite, le stockage et l'analyse. Maintenant, on peut dire un mot quand même rapidement sur l'extraction et le nettoyage, en parlant d'une métaphore, la métaphore du restaurant. Donc ça correspond à mon système décisionnel. C'est une métaphore qui est issue du groupe Kimball. Hein. On va en reparler de Kimball, mais je parle de mes ingrédients. Mes ingrédients, je vais les transformer dans une première étape. Je vais les préparer. Une fois qu'ils seront préparés, je vais aller les fournir en salle, je vais aller les fournir à mes clients. J'ai la cuisine. La cuisine, l'objectif, ça va être de préparer, de transformer mes ingrédients, mes données sources. La caractéristique importante, c'est la rigueur et la constance. Il faut que mon ETL, il fournisse toujours, mon processus de transformation, d'alimentation, il faut qu'il transforme toujours de la même manière et qu'il soit très précis. On a ensuite une deuxième phase où là, l'objectif, c'est de consommer les informations. Quand on consomme les informations, l'objectif, c'est que ce soit beau et que ce soit bon. Donc on a vraiment 2 sets d'objectifs différents et il faut faire attention à quel moment on fait quoi. Donc j'insiste sur... donc là, on est dans la salle à manger. Hein. On est en train de se dire comment je vais fabriquer mes plats pour qu'ils soient le plus beau et le plus bon. Si on n'a pas les bons ingrédients et si la cuisine elle fait n'importe quoi, on n'arrivera jamais à sortir quelque chose de beau et quelque chose de bon. Donc j'insiste lourdement sur le fait que l'alimentation, la qualité des données, c'est quelque chose de primordial. Et d'ailleurs, vous avez 2 sessions, hein, une qui enchaîne sur SSIS là tout de suite après la nôtre, et cet après-midi, une sur DQS Data Quality Services et MDS pour faire du Master Data Management. Voilà, ça c'est 2 sessions qui vont parler plus précisément de ces problématiques-là et comment Microsoft y répond. Nous, on va revenir à nos 2 briques bleues et on va parler des approches académiques qui existent à l'heure actuelle. Des penseurs sur le data warehousing, il y en a 2 à l'heure actuelle. Il y a Kimball et il y a Inman.
Leur pensée s'articule autour de 3 points, processus, organisation et schématisation. Donc j'ai mis les mots-clés, mais on va les voir, hein. Ça va être l'avancement. On va faire d'abord processus, organisation, puis schématisation. Il y a une méthode alternative, le Data Vault, on va en dire 2 mots pour voir un petit peu à quoi ça correspond. On commence par les processus. Donc Ralph Kimball, qui fait partie du Kimball Group, là, il a une très bonne et excellente newsletter si vous voulez vous inscrire avec des petits, une fois par mois, il envoie une petite problématique, c'est très intéressant. Donc Kimball, point de vue processus, il est bottom-up et il dit chacun va construire ce dont il a besoin dans son coin. Et une fois qu'on aura construit nos petites briques, on va les intégrer ensemble. À l'inverse de Bill Inman, qui lui va dire, on va aller voir tout le monde, on va comprendre le besoin global, on va designer mon entreprise, et une fois que mon entreprise elle est designée, là je vais pouvoir fabriquer un data warehouse. Voilà vraiment les 2 modes de pensée il faut se souvenir tout du long, parce que c'est vraiment ce qui va séparer les 2 approches, hein, au-delà du design, étoile, flocon, etc. Ça, c'est vraiment les points importants. On note que Ralph Kimball, il est en train de faire du l'itératif, donc un point de vue de gestion de projet, c'est quelque chose qui s'adapte bien aux méthodes agiles. Alors que Bill Inman, lui, il fait une conception, une spécification où il voit tout. Ça s'adapte peut-être, son processus s'adapte peut-être mieux au cycle en V. Donc Inman, il est top-down. Il dit, OK les gars, on se fait un petit comité, on se met tout le monde, tous les acteurs clés, et qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce data warehouse? Et tout le monde répond, les ventes, le stock, RH, achat. Et hop, vu qu'il est très talentueux, paf, c'est comme ça, il sort un data warehouse complet qui couvre tous les sujets de l'entreprise. Kimball, lui, va aller voir Alfred et va lui dire, OK, qu'est-ce que tu veux dans ton data warehouse? Moi, je veux les ventes. Il va construire un petit data mart, on va voir le vocabulaire, il va construire un petit data mart qui contient les ventes. Et ensuite, il va aller voir Bob et il va lui dire, OK Bob, toi, qu'est-ce que tu veux? Le stock. Hop, c'est parti, on fait le stock. Et il va construire un petit data mart de stock et il va le rajouter à l'existant. Voilà, par incrément, petit à petit, il va construire son data warehouse. Le point commun entre les deux, là, j'insiste, les deux, ils vont poser la question aux utilisateurs. Ils vont poser les questions aux clients, ils vont poser la question aux sponsors, ils vont poser la question aux gens qui vont utiliser le système. Ils vont pas voir les données et se dire, bon alors qu'est-ce que j'ai là-dedans, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ça, c'est un vice qu'on a tous, hein. Moi, régulièrement, il faut que je me fouette, entre guillemets, pour pas y retourner. On ne construit pas un système décisionnel à partir des données qu'on a. On construit un système décisionnel à partir du besoin des utilisateurs. Voilà, ça c'est important parce que sinon on se met dans des rails et on n'arrive plus à en sortir après et on construit ces dimensions montées. Enfin, on va le voir, je m'emballe. Non, retenez que c'est une règle d'or, vraiment, hein, c'est l'objectif des systèmes décisionnels. C'est pas juste d'exploiter des données qui existent. Alors ça c'est le moyen qu'on aura, mais la finalité c'est bien de répondre à une problématique. Comment je peux gagner plus d'argent? Est-ce que je dois ouvrir plus de magasins? Comment je peux améliorer ma marge? Etc., etc. On va revenir dessus. Deuxième point de différence, donc c'est le process qui amène cette différence d'un point de vue organisation. Donc c'est Kimball, hein, j'ai rappelé son visage. On a des sources sur la gauche, des sources applicatives. On va extraire les données et les transformer dans une zone de staging. Une fois que c'est fait, on va pouvoir charger notre data warehouse global. Et ce data warehouse global va être utilisé par mes utilisateurs. Donc on voit que le bleu et le rouge, là, ils avaient besoin des petits besoins spécifiques, donc on va construire des petits data marts spécifiques pour eux. Par contre, le vert et le violet, eux, ils peuvent utiliser directement le data warehouse, ils sont très contents. Donc là, on a vraiment le data warehouse, ça va être la grosse base de données qui contient toutes les données d'entreprise. Les data marts, c'est des petites exclusions qui vont permettre de faire des zooms. Et c'est là où on a une différence de vocabulaire par rapport à Kimball, puisque lui, donc extraction, préparation, ça va être la même chose. Par contre, lui, son data warehouse, ce qu'on va appeler le data warehouse, ça va être l'ensemble des petits data marts spécifiques à chacun de mes utilisateurs. Donc là, vraiment, on voit que le focus, il est sur les data marts, mais il y a quand même une entité qui permet de relier ces différents éléments, c'est le bus de dimension. On va voir également à quoi ça correspond. Mais ces data marts, ils sont liés. Hein, au final, on a modélisé la même chose qu'avec Kimball. Donc, il n'y a pas de raison que Kimball on arrive à tout, qu'avec Inmon. Il n'y a pas de raison qu'avec Inmon on arrive à avoir un data warehouse centralisé, alors qu'avec Kimball, on n'y arrive pas. Mais par contre, on a vraiment des zones qui sont focus sur chacun des utilisateurs. Voilà, donc là, c'était peut-être un petit peu... Voilà, pour digérer, on va juste faire une petite minute. Hype. Qu'on se rassure, hein, data mart, data warehouse, je sais qu'il y a souvent, c'est un sujet qui fait souvent débat, polémique, à savoir si on a un data warehouse ou un data mart. On peut avoir une approche aussi très pragmatique. Au final, on a une base de données avec des tables à l'intérieur. Qu'on soit dans une approche ou dans l'autre, on a quelque chose de très relationnel. Tout à fait. Là, on parle de vocabulaire académique. Hein. Après, on utilise les mots comme on a envie de les utiliser. Alors, on voulait faire un petit détour vers quelques tendances du marché. On appelle ça la minute hype, juste pour en parler parce que ça a un impact, des fois direct, des fois indirect sur nos modélisations.
La première, c'est le big data. Tout le monde parle du big data, c'est assez tendance, mais c'est une réelle préoccupation des entreprises. Comment, quand on s'appelle Facebook ou Twitter, on gère des pétaoctets de données et comment on les analyse. Donc en effet, le big data est vraiment une problématique qu'on trouve. Pour y répondre, il y a l'initiative Hadoop. Donc Microsoft s'est allié à cette initiative qui est initiée par le groupe Apache. Donc l'idée, c'est vraiment un framework de stockage. Donc on est vraiment dans le stockage de l'information. Et au-dessus, on a un autre framework qui s'appelle Hive, qui lui est un framework de requêtage sur Hadoop. Donc l'idée, c'est tout simplement de nous offrir un moyen de requêter des données qui ne vont pas être forcément structurées et qui vont être forcément massives. Les inconvénients, c'est très limité. Ça s'utilise avec des outils très précis, c'est limité sur pas mal de points. Le design to fail, j'aime bien. Le principe d'Hadoop, c'est de se dire que chaque nœud peut exploser, être détruit, s'éteindre directement. Donc vraiment, tout est fait pour, alors non pas que l'ensemble de la solution plante, mais juste que chaque nœud puisse planter indépendamment et que tout marche. Et malheureusement, il y a très peu d'outils. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, quand on doit modéliser nos systèmes décisionnels, ce sont des données à prendre en compte. Il y a un exemple, il y a un case study d'ailleurs qui peut être disponible sur le site de SQL4, qui est une équipe de Microsoft, qui est le data warehouse de Yahoo, qui fait 24 téraoctets de données et qui doit insérer, je crois, 135 gigas 2 fois par jour de data. Et les données sont non structurées puisque c'est les logs qui se retrouvent répartis à travers le monde. Donc derrière, en fait, il y a bien une modélisation, un data warehouse derrière de l'analyse services, mais derrière, Microsoft a développé le connecteur Hadoop pour pouvoir aller chercher ces données-là. Autre point, NoSQL, donc pareil, très tendance, on en parle partout, c'est pareil, polémique, tendance à la mode, on le voit dans les magazines. Retenez bien, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de SQL, c'est NoSQL, c'est Not Only SQL. En fait, c'est très proche du big data, ça va avec. Je vous disais, la problématique, c'est quand on a des pétaoctets qui doivent être répartis à travers le monde, forcément, une approche de se dire, je vais avoir une instance SQL Server avec une base de données de 40 pétas, c'est quelque chose qui, dans le concept, doit être géré différemment. Donc le principe du Not Only SQL, c'est de se dire comment je peux ménager mes données. Donc c'est juste un corollaire du big data. Et à retenir, et on va revenir à la modélisation, c'est que ces tendances, il faut les prendre en compte. C'est quelque chose sur lequel on va bientôt presque tous devoir aller chercher des données non structurées qui sont potentiellement massives. Et sachez qu'en termes d'outils, alors je dis Microsoft est dans la course, mais c'est Microsoft via ses outils. Microsoft évidemment fait partie de ces initiatives, mais dans les outils, et notamment, il ne va pas sortir avec 2012, mais certainement pas longtemps après, un connecteur Hadoop directement pour SSIS pour aller pouvoir se connecter à ces sources de données avec des requêtes Hive. Voilà. Et je te rends la parole, Florian. Ouais. Alors au-delà de faire un petit trou normand au milieu des approches académiques, l'objectif c'est de dire aussi que les approches qu'on a vues là, Kimball et Inman, c'est des choses qui sont classiques et parce qu'elles sont évidentes. C'est pas les premiers à être venus, ils se sont dit tiens comment est-ce qu'on va faire. Il y a vraiment, c'est de l'évidence, c'est comme ça qu'on fait et on a les nouveaux moteurs qui arrivent. Ça ne met pas du tout en risque ce qui existe déjà. C'est des besoins spécifiques, c'est des données non structurées, c'est des très gros volumes de données. Quoi qu'il se passe, dès qu'il y a des initiatives, la première chose que font les gens, donc Hive par exemple sur Hadoop, c'est remettre du SQL, c'est replacer des schémas en étoile pour pouvoir analyser les données. Donc on est vraiment en plein dedans, avec cette session. Et justement, comment on schématise ces données? Voilà. Donc c'était le troisième point, la schématisation. Le décisionnel, on va essayer de le définir en 3 mots. Le premier, c'est la mesure. Quand il se passe quelque chose, le premier réflexe qu'on a pour essayer de le quantifier, c'est de le mesurer. Donc que ce soit une température, une distance, un temps. L'objectif, quand il se passe quelque chose, de le quantifier, c'est d'en déterminer la mesure. Une fois que la mesure est déterminée, donc le deuxième mot du décisionnel, ça va être les dimensions. Donc les dimensions, ça veut dire par exemple un repère dans l'espace, on a x, y, z, ça va nous permettre de qualifier, de dire ça s'est passé quand, ça s'est passé où, ça va nous permettre de décrire l'événement non plus en termes de chiffres, mais en termes d'attributs. Une fois qu'on a nos dimensions, une fois qu'on a nos mesures, on peut vraiment parler de faits. Donc on a mis un petit rappel entre fact, fait et fact en allemand. À la base c'est du latin et c'est l'acte, l'événement. Il s'est passé quelque chose. Et on l'a mesuré dans notre référentiel, dans nos dimensions. Donc on a bien la mesure, on a bien les dimensions, et il s'est passé quelque chose, c'est un acte. Ça, c'est les faits. Et les faits, on va vouloir les ranger. On va les mettre dans une table de faits. Une table de faits, de manière élémentaire, c'est simplement une table où chaque ligne correspond à un événement. Il s'est passé quelque chose, il s'est passé autre chose, il s'est passé quelque chose d'autre.
Ça, c'est l'élément de base, la table de fait. On va ordonner en utilisant les dimensions. On va rajouter 2 colonnes et on va dire, OK, il s'est passé quelque chose, certes, mais quand? Hier ou aujourd'hui? Et où? Ici, là-bas et ici. On va utiliser les dimensions pour donner le contexte du fait, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et enfin, on va compter. On va utiliser les mesures, donc on va rajouter les colonnes. Là, on est passé sur une table de fait de vente et on va dire, OK, hier, dans mon magasin AGY, j'ai vendu 3 jouets pour un prix unitaire de 10. C'est ça qui va nous permettre de ranger nos différents... et c'est ça le fondement du décisionnel. On retrouve les mesures, les dimensions et les faits. On a une première problématique qui est de dire, OK, mes dimensions, elles sont bien, mais elles ont des attributs. Par exemple, pour la dimension temps, j'ai la date en toutes lettres, j'ai le jour de la semaine, le mois, l'année. Et la deuxième chose, c'est que mes dimensions, elles sont réutilisables. Ma dimension temps, je vais l'utiliser pour mes ventes, mais je vais aussi possiblement l'utiliser pour mes achats, pour gérer mes ressources humaines. La même chose pour les produits qui sont disponibles donc pour l'achat, la vente, l'inventaire. C'est dommage de les stocker à un seul endroit. Ce qui serait pas mal, c'est de les sortir de la table de fait, et comme ça pouvoir les réutiliser sur mes différents besoins pour mes différentes tables de fait. Donc chaque dimension va devenir une table et on va la sortir de la table de fait. Et ça c'est le premier élément du design. On a une table de fait qui est centrale, qui va contenir mes faits, qui va contenir mes mesures et qui va contenir un lien vers ma table de dimension qui, elle, va m'indiquer mes attributs, mes descriptifs de ce qui s'est passé. Là, j'ai glissé quelque chose, j'ai glissé des ID. D'entrée de jeu, j'interviens tôt là-dessus. C'est important que le Data Warehouse utilise non pas, comme on l'avait précédemment, pour les magasins, on avait directement le code magasin dans la table de fait. On aurait pu utiliser ce code magasin pour faire la jointure, pour aller chercher la dimension magasin. Mais c'est important de ne pas l'utiliser parce que cette jointure, cette extraction qu'on a fait, elle est purement technique. D'accord ? C'est une extraction de modélisation. Donc on ne doit pas utiliser des codes métiers qui représentent quelque chose de fonctionnel, qui doivent être exposés à l'utilisateur dans une relation qui est purement technique, qui est purement du design. Donc ça, c'est le premier élément pour dire on utilise tout le temps des ID spécifiques au Data Warehouse dans ces modélisations. Donc on parle d'étapes de dimension, on donne une ID, c'est un compteur unique, qui incrémente de 1 à chaque fois qu'on insère une nouvelle ligne, et c'est cette clé qu'on va utiliser dans ma table de fait pour référencer, pour retrouver mon magasin. On a une deuxième problématique qui va dire, OK, mon magasin, il a des attributs uniques dans ma dimension magasin, il a un code, il a un nom, il a une adresse. Mais il a aussi des attributs qu'il partage avec d'autres, comme la région, le pays, la catégorie, l'enseigne. Le premier réflexe qu'on a eu, c'était de tout mettre ensemble, tout mettre dans une table de dimension. On a vu qu'on sortait la table de dimension, mais dans ma table de dimension, on va voir qu'on va répéter l'Île-de-France, la Lorraine, la France. Voilà, ça, c'est des attributs qui vont se répéter. Or, on a quand même une petite expérience avec les bases de données, et on sait que le DBA, il nous l'a dit, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait. Le standard des bases de données, c'est de normaliser. Un élément, l'Île-de-France, ça représente une entité, ça représente une région. Ça doit être dans une table avec une ligne unique. Une table région avec une ligne unique, c'est ça la normalisation. L'objectif, il est au-delà de la normalisation et des fameuses choses qu'il faut faire ou ne pas faire, c'est tout simplement une problématique de stockage. Cette table, si on la répète à plusieurs milliards d'enregistrements, en effet, la région qui va faire ne serait-ce que 10 octets, multiplié par des milliards, c'est de l'espace qu'on a à faire pour le stocker, pour des fois le travailler avec, le loguer, le backuper, etc., etc. Donc tout ça, c'est du temps qu'on peut gagner. Même si on a les column store index qui maintenant vont peut-être simplifier tout ça. On l'a vu hier soir. Donc ce qu'on peut faire de cette dimension pour y appliquer la normalisation, ça va être d'extraire, de la découper par niveau de hiérarchie et à chaque fois réutiliser, recréer une table qui va contenir les éléments de, donc là on va introduire un terme, de même granularité, de même niveau. Donc on va avoir un premier niveau de dimension qui contient le code magasin et tous les attributs qui y correspondent, comme le nom du gérant, l'adresse. Ça, c'est des éléments qui ne correspondent qu'à un seul magasin. Et ensuite, on va remonter d'un niveau, donc on va extraire, on va passer dans une table de niveau 2 qui va contenir la région et on va utiliser une clé de jointure pour passer de l'une à l'autre. On contient les mêmes informations, on les a juste rangées différemment. Et voilà. Donc la manière normalisée de faire les choses. Et cette question, c'est flocon contre étoile. C'est est-ce que je vais faire une table par dimension ou est-ce que je vais faire une table par niveau de hiérarchie? Alors, flocon étoile, c'est 2 mots-clés très importants qui animent tous les dîners entre gens qui font de la BI pour savoir s'il faut faire une étoile ou faire un flocon. Mais je te laisse y répondre. Il y a eu des réunions terribles. On va essayer. Donc, on le visualise tout de suite. Donc, un rappel, le schéma en étoile, ça correspond à la philosophie Kimball. Ça veut dire on a une table de faits au milieu et en rang 1, on a les tables de dimensions qui contiennent tous les attributs qu'on va répéter, peu importe s'ils reviennent plusieurs fois. À l'inverse d'Inmon qui va dire, OK, moi j'ai mon schéma en flocon, c'est sympa, je pars d'une étoile, mais par contre,
je vais floconner. À chaque fois que je vais avoir un niveau de regroupement, je vais le sortir et je vais lui donner sa table à lui. Et on voit que ça donne des Y là sur la droite. On peut avoir des niveaux différents, hein. On peut floconner et partir sur des schémas différents. Point de vue schématisation, donc un rappel pour faire vraiment comparer les uns à côté des autres. D'un côté, on a l'étoile, hein, donc avec l'Europe, on va rappeler l'Europe. De côté, on a le flocon. Donc, on avait commencé à en parler. L'avantage de l'étoile, ça va être simplement la lisibilité et la performance des requêtes. Quand je vais aller chercher mes attributs pour Paris, en install select, j'ai à la fois l'organisation niveau 3 de 1 directement. Ma requête, elle est clean, elle est claire, elle est facile à voir. Et d'un point de vue performance, quand on a bien monté ces index, on fait un clustered index scan, donc c'est les plus rapides qu'on peut avoir. Le flocon, l'avantage, le premier que Jean-Pierre a cité, c'est évidemment l'espace disque, hein, puisqu'on ne va pas répéter le stockage. Le deuxième, c'est la performance des updates. Si je dois aller corriger Europe, flocon à droite, j'ai un update à faire. Si je dois corriger Europe sur mon étoile à gauche, il va falloir que je le fasse 3 fois. Donc, voilà les avantages et les inconvénients des deux. Et la question qu'on peut se poser, on peut nous demander notre avis, parce qu'on est là pour donner notre avis aussi. C'est étoile ou flocon? Moi, j'ai une philosophie étoile, Jean-Pierre, je pense aussi. Pareil. C'est plus simple à alimenter et à maintenir. Et les outils Microsoft, ils ont une sensibilité Kimball. Donc là, on voit la ressemblance entre les logos. Mais on n'est pas c'est pas une doctrine, hein. Quand on intervient en mission, il y a des archis, il y a des consultants qui sont partis sur des flocons. On le respecte, hein. Chacun a sa sensibilité. Les gens qui aiment jouer avec les flocons parce qu'ils ont commencé à jouer avec les flocons, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. C'est juste un feeling qui est différent, une manière d'organiser les données qui est différente, avec des pour et des contre, mais voilà, on respecte. L'important, c'est de respecter une règle de pragmatisme, c'est de voir quelle est la contrainte que je veux respecter le plus. Est-ce que c'est faciliter mon ETL et mes updates? Donc, dans ce cas-là, on va être plus vers le flocon. Est-ce que je veux optimiser mon temps de traitement parce que je veux un temps de downtime la nuit le plus court possible? Donc, dans ce cas-là, on va être plus sur le flocon. Donc, le choix, il est certes au niveau de la modélisation, mais il va se faire aussi avec toutes les contraintes que vous pouvez avoir. Donc, au final, même si on a une sensibilité plus étoile, évidemment, c'est le pragmatisme qui va faire qu'on va floconner, hein, on utilise ce terme-là, qu'on va floconner ou tout simplement redénormaliser pour mettre tout dans une même table. Donc, vraiment, le mot-clé, c'est le pragmatisme. Tout à fait. Et puis, même quand on est en étoile, il y a quand même des scénarios, on est obligé de floconner, hein, des scénarios fonctionnels qui ne nous laissent pas le choix. Donc là, on en a cité les trois principaux. Quand on a des faits qui arrivent à différents niveaux de la même dimension, hein, les objectifs arrivent au niveau région, les ventes arrivent au niveau magasin. Dans la table de faits d'objectifs, j'ai besoin d'un identifiant unique de région. À partir du moment où j'ai besoin d'un identifiant unique de région, je dois avoir une table région différente de ma table de magasin. On a aussi des hiérarchies de la même dimension qui peuvent agréger sur des membres supérieurs différents. Donc j'ai un produit qui a une catégorie qui remonte sur la famille A et j'ai ce même produit qui a une marque qui remonte sur la famille B. Là, de la même manière, je vais avoir des incohérences si je préserve mes liens directs. Donc je vais floconner la famille et comme ça, je vais pouvoir faire une référence différente, un lien différent entre catégorie famille et marque famille. Et enfin, le dernier qui revient assez régulièrement, c'est que j'ai des collaborateurs, par exemple, qui sont fournis par deux systèmes. Hein. Je peux avoir Arcol Pay et HR Access et Arcol. Bon, voilà. C'est la même notion, c'est la même entité, hein, c'est le collaborateur. Et je veux pouvoir faire des analyses transverses sur mes collaborateurs. Par contre, j'ai des informations de niveau basse que je suis obligé de stocker, je suis obligé de conserver, qui n'ont de sens qu'au niveau de ma source. Là, je vais floconner au niveau bas, je vais avoir deux tables sources qui vont remonter sur la même table collaborateur. Le Data Vault. Un petit mot sur le Data Vault. Alors, tout à l'heure, vous avez vu justement ce mot-clé Data Vault dans les approches académiques. Donc, en effet, Kimball et Inman dominent le marché. Donc, ils ont vraiment travaillé. On est vraiment dans le domaine conceptuel des data warehouse. Ça va bien au-delà de la technique. Et ils ont un certain leadership. Et vraiment, tous les produits, tous les outils se réfèrent à l'une ou l'autre des approches. Néanmoins, il y a une troisième personne, quelqu'un qui s'est dit « je vais inventer mon propre modèle pour faire du data warehousing et de l'analyse de données ». Et donc, il a créé Data Vault, ça date de peut-être une dizaine d'années. Alors, il se bat un peu tout seul contre des moulins à vent parce que évidemment, c'est difficile quand on essaye de s'imposer sur un marché qui est déjà bien pris. Mais juste un petit mot pour que vous sachiez que ça existait, que ça existe. J'ai lapsus, le pauvre. Principalement, en fait, il a juste changé un peu le vocabulaire. On a des hubs qui sont tout simplement nos entités, donc les clés qui vont représenter ça. Des liens entre ces différents éléments, donc des ventes avec des produits ou des magasins ou des choses comme ça. Et il a mis tout le reste, tout ce qui était attribut, donc ce qu'on a pu voir tout à l'heure dans la démo, tout ce qui était attribut, il a mis ça dans ce qu'il appelle des tables satellites. Et il obtient quelque chose qui ressemble à ça. Alors,
personnellement, Florian me rejoint là-dessus. On a beau le tourner dans tous les sens, on a beau avoir essayé, se forcer, se dire allez ce week-end je vais tenter de mettre AdventureWorks en mode DataVault. C'est un modèle qui est très compliqué, très difficile et qui s'adapte mal aussi avec les outils Microsoft. Alors je vais pas dire principalement, mais avec les outils Microsoft c'est assez difficile. Donc c'était juste pour vous montrer que ça existe. C'était pas pour vous convaincre que DataVault était bien, ni non plus vous dire le contraire. On vous laisse vraiment votre choix sur la modélisation. Bon courage. Voilà. Ouais, globalement, oui. Ouais, j'aimerais juste rajouter deux choses sur le DataVault. La première, c'est qu'il y a quand même une différence de paradigme. Nous, on a vu qu'on intégrait le nettoyage des données et que le Data Warehouse stockait des données nettoyées. Le DataVault n'a pas ce paradigme-là. Il extrait les données et l'objectif, c'est d'avoir des données qui correspondent au système source. Ça veut dire que le nettoyage, forcément, il doit avoir lieu à un moment. Il sera fait après. Donc d'abord, on a un stockage au même format, avec les mêmes anomalies, qui ne sont pas considérées comme des anomalies dans le DataVault, dans ce modèle. Et ensuite, c'est quand on va le requêter qu'on va nettoyer. Donc moi, je trouve ça un petit peu... C'est un avantage, c'est qu'on conserve les données au format source. C'est un inconvénient, c'est que c'est à chaque fois qu'on va aller requêter le système qu'on va devoir nettoyer ces données. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que vu que justement, on va avoir cette problématique, très souvent, ce qui se passe pour les gens qui font du DataVault, c'est que derrière, ils mettent un modèle en étoile. Okay, ils construisent un petit datamart qui fait un zoom sur une zone, qui est un modèle en étoile, qui lui va pouvoir être exposé aux utilisateurs. Quitte à monter un modèle en étoile, je pense qu'autant partir directement sur un modèle en étoile complet, sur un datamart Kimball ou sur un modèle en flocon qui stocke déjà les données de manière nettoyée. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Si vraiment ce débat vous intéresse, il y a un excellent post sur le forum Kimball où il y a l'inventeur qui s'appelle Daniel Linstead, je crois. Daniel Linstead. Ouais. Et qui se confronte à tous les gradés 4 étoiles de chez Kimball et qui ont une petite discussion animée sur DataVault versus modèle en étoile. Donc si vous le voulez, vous n'hésitez pas à nous contacter. J'aurais dû le mettre, mais sinon vous le retrouverez par Internet, ça se trouve facilement sur Google. Donc, mais voilà, c'est vraiment pour conclure sur ce point-là. Voilà. Qui aurait cru qu'on aurait parlé de 5 minutes de DataVault? Tu as vu ça? Incroyable. Donc, oui, mais nous on est faire, on parle de tout. On a vu comment construire, on a vu ce qu'on allait mettre, de quoi était composé un data warehouse en étoile, un data warehouse un data warehouse Kimball et un data warehouse Inman. Maintenant, on va voir réellement comment est-ce qu'on va le construire. Quel est le processus qui permet d'arriver à dire ça c'est une dimension, ça c'est un attribut, etc. et tout ça. J'insiste, je l'ai laissé longtemps ce slide un peu exprès. Le processus de modélisation, donc j'insiste une deuxième fois, on l'a déjà fait tout à l'heure, ça commence par identifier le sponsor, ça commence par identifier l'utilisateur. C'est lui qui va utiliser le truc, c'est lui qui connaît son métier, c'est lui qui va pouvoir vous indiquer les règles de gestion. Très souvent, on part sur des projets, on a un acheteur, on a quelqu'un qui a payé, on a un client de haut niveau, on a un sponsor dans le terme projet du terme, dans le sens projet du terme, qui est un directeur qui dit « Ok, moi je veux mon projet de data warehousing ». Par contre, on n'a pas d'utilisateur, on ne sait pas qui est-ce qui va l'utiliser et on ne sait pas ce qu'ils veulent. Là, c'est une recette à la frustration puisque on a besoin de savoir ce que les gens veulent avoir, de quel reporting ils ont besoin pour pouvoir bien construire mon modèle en étoile. Première étape, parce que la précédente c'était étape 0, c'est de dire qu'est-ce qu'on va modéliser. Quel est le processus métier? Donc ça, c'est un corollaire de la précédente. Quel est l'acte mesuré? Ça, il n'y a que le métier qui va pouvoir me le donner. C'est pas l'acheteur à la boîte, c'est pas le directeur général, lui va me dire je veux un data warehouse RH. Non, mais est-ce que c'est le recrutement? Est-ce que c'est les mutations? Ou est-ce que ça va être une transaction? Est-ce que ça va être une vente? Est-ce que ça va être une commande? Est-ce que c'est un stock? Est-ce que c'est une position financière? Quel est le processus métier qui va être mesuré? Nous, là, tout du long de ces petites étapes, on va se faire un petit exemple, on va illustrer avec un inventaire dans un magasin. La deuxième étape, c'est de déclarer le grain, dire donc j'ai une table de fait qui va recenser des événements, que représente une ligne dans ma table de fait? On a mis un ticket de caisse à droite. Est-ce qu'une ligne dans ma table de fait, ça va correspondre à une ligne de mon ticket de caisse? Donc ça va être au niveau produit. Est-ce que ça va être au total du ticket de caisse, auquel cas on va plus avoir la ventilation par produit? Ou est-ce que ça va être carrément le stock en fin de magasin, auquel cas la dimension de temps va changer, on va changer de granularité? Donc dans notre cas, comment est-ce qu'on va considérer le où dans l'inventaire? Est-ce qu'on va dire, ok, on a un entrepôt accolé à mon magasin. Est-ce qu'on va compter les produits au niveau du rack? Est-ce qu'on va situer nos produits au niveau du rack? Au niveau de la rangée, imaginez le Ikea, imaginez l'entrepôt Ikea, on y a tous été, puis en plus manifestement c'est le thème de la journée. Je connais ma quantité de produits dans mon entrepôt, par contre est-ce que je sais où est-ce qu'ils sont rangés? Voilà. Là sur le même axe de où, on a plusieurs niveaux. Et ces granularités, c'est important de savoir avant même de partir, quand on est en train de construire le data warehouse, à quel niveau on va se situer.
La troisième étape, c'est choisir les dimensions qui s'appliquent. Alors là, le point, bon, c'est un peu évident, on va choisir les dimensions, on va choisir une dimension de temps. Quand on commence quelque chose, c'est relativement facile, on trouve rapidement ces dimensions. Le point qui est important, c'est de dire qu'il faut réutiliser les dimensions disponibles, quitte à les modifier. Là, dans notre cas, on a déjà un entrepôt d'achat, on a déjà un entrepôt commande et livraison, des data marts, qui utilisent déjà des dimensions, date, produit, magasin. Mon inventaire en magasin, il va réutiliser les mêmes dimensions. Il va réutiliser la dimension date, la dimension produit, la dimension magasin. Ce qui va permettre tout simplement de faire des analyses croisées entre mes achats, mes inventaires, mes commandes, mes livraisons. Et ça, c'est là qu'on va avoir de l'intérêt, c'est là qu'on va répondre aux besoins de centralisation qu'on avait vus plus tôt. La dernière étape, c'est identifier les mesures. Donc ça, encore une fois, ça paraît évident, mais il y a quelques pièges. Il faut faire attention aux unités. Quelle est la devise quand on stocke des mesures financières? Est-ce qu'on fait de l'euro full partout qu'on va convertir, ou est-ce que chaque table est stockée dans son format source? Quelle est la métrique? Est-ce qu'on est en mètres ou en inch ou un autre système? Et quel est le container? Donc, pour reprendre, nous, notre question d'entrepôt, est-ce qu'on va compter les palettes? Est-ce qu'on va compter les cartons? Ou est-ce qu'on va compter à l'unité? Ça, c'est des choses qui vont faire qu'on va avoir un résultat différent. Et il faut s'entendre tout de suite avec le métier sur ces choses-là, parce que sinon, on peut avoir des déceptions une fois que le reporting arrive. Ah bon, vous comptez les palettes, mais ça ne me sert à rien de compter les palettes, parce qu'une palette d'œufs, ça n'a pas la même densité qu'une palette de réfrigérateur. Donc voilà, il faut vraiment se mettre d'accord là-dessus. Et une fois qu'on a tout ça, on va arriver à un premier data mart. Donc là, on a mon inventaire en magasin avec une table de fait qui va être l'instantané de stock. Qui va référencer 3 dimensions, on l'a vu, la dimension date, la dimension produit, la dimension magasin. Pour ceux qui ont déjà fait un petit peu d'SQL, pour ceux qui connaissent un petit peu les bases de données, ça c'est un régal. Avec ça, on fait tout ce qu'on veut, on fait toutes nos analyses, on peut limite les exposer aux utilisateurs avancés Excel, ils savent se servir de ce genre de choses. C'est très simple, on n'a que des left join pour aller chercher les informations de dimension, et on peut faire toutes les analyses qu'on veut. On continue à travailler pour notre client, et on va arriver à générer, en réutilisant les mêmes dimensions, un deuxième data mart, un data mart de vente. Cette fois-ci, ma table de fait va être centrée autour de quelle vente est effectuée sur tel produit à telle date en utilisant telle promotion sur tel magasin. Et là, on voit qu'on a un petit peu plus de mesures, on a des quantités vendues, on a des prix de vente, on a des marges, etc. et tout ça. Ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que, vu que j'ai utilisé mes mêmes dimensions, je vais me retrouver avec un vrai data warehouse. Je vais avoir 2 data marts, un instantané sur le stock, un sur les ventes, qui vont réutiliser les mêmes dimensions et qui vont me permettre de faire des analyses croisées. Donc les dames, elles sont contentes, c'est bien rangé, c'est propre, c'est clean. Ça, quand on livre ça à un client, c'est magique, ou à un client interne, c'est parfait, on répond exactement à son besoin. Maintenant, on va parler dans SQL Server, donc c'est très rapide, parce qu'on avait dit qu'on ne parlait pas beaucoup de produits. Dans SQL Server, on a 3 moteurs pour modéliser, principalement. On a vraiment le moteur relationnel, la partie SQL Server. Et on a les deux nouveaux, le rebranding de SSAS mode multidimensionnel et Tabular Power Pivot avec le moteur Vertipack. Et en colonne, on a les trois modèles. On voit que le moteur SQL, il est capable de tout faire. Il y a une bonne adéquation sur les 3 éléments, il fonctionne très bien, on n'a aucune problématique. SSAS en mode multidimensionnel, il a été construit autour de l'étoile. Donc il n'a aucun problème, c'est du 5 sur 5, c'est une adéquation qui est très bonne. Par rapport au flocon, on est à 4 sur 5. Il y a 2-3 subtilités. Non pas qu'il ne sait pas faire, c'est qu'il y a juste un petit peu de complexité. C'est juste des options avancées qu'il faut connaître. Donc ce n'est pas du niveau 1, c'est du niveau 2. C'est pour ça qu'il est à 4 sur 5. Datavolt, ce n'est pas possible. Le modèle de base de Datavolt, il ne pourra pas monter dans Analysis Services. Les gens qui ont du Datavolt, s'ils veulent utiliser Analysis Services, c'est complètement possible. Ils vont faire d'ailleurs ce que je vous indiquais. Ils vont construire un modèle en étoile qui, lui, va être fourni à la solution Analysis Services. Et ça, là, ça va bien fonctionner. Et enfin en mode tabular, donc pas de problème avec l'étoile. Ce qui est même d'ailleurs très bien avec l'étoile en mode tabular, c'est que, ok, on va bosser sur le moteur. Le moteur, à la limite, étoile, flocon, il n'a pas trop de problème. Et même, j'ai envie de dire, Datavolt, Vertipack, il gère. Il n'a pas trop de problème. On est en mode relationnel. C'est un petit peu la même philosophie plus que du SQL Server. Donc, il sait gérer des tables avec des relations, il n'a pas de problème. Le problème qu'on va en avoir, c'est au moment de l'exploitation des données. L'exploitation numéro 1, ça reste le tableau croisé dynamique dans Excel. Exposer un schéma en étoile, c'est évident, les gens ils savent faire, ils ont déjà accédé à Analysis Services classique avec les tableaux croisés dynamiques, avec le groupe de mesures, les différents groupes de mesures et les différentes dimensions. Ça en étoile, ça va passer parfait. Flocon, il va y avoir un petit effort à faire pour ramener les dimensions, donc par exemple le pays, on va faire un related, on va le ramener au niveau proche pour de nouveau avoir un tableau croisé dynamique propre et avoir les dimensions avec tous les attributs de dimension et les mesures. Donc il y a un petit travail à faire au niveau présentation. Ça passe très bien du point de vue stockage. Du point de vue présentation, il y a un petit effort à faire. On est vraiment dans le confort des utilisateurs, dans l'utilisation du tableau croisé dynamique, pour éviter d'avoir en gros un ascenseur qui soit… Qui fait 15 km de long.
Et DataVault, alors là, on ne peut pas l'exposer directement aux utilisateurs, c'est pas possible. Là, ou alors il faut qu'ils connaissent vraiment très bien leur modèle, mais c'est vraiment difficile. Donc de nouveau, c'est possible, mais là, de nouveau, avoir à remodéliser ces données pour pouvoir les présenter. On va commencer avec les concepts avancés. C'est moi qui commence? Non, c'est Oui, oui. Donc, juste les concepts avancés, il y en a énormément. Pour tous ceux, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font du analysis services, voire du analysis services avancé. Il y a énormément de problématiques qu'on connaît qui trouvent leur réponse dans la modélisation. Donc l'idée, c'est pas de faire une session sur forcément analysis services, mais de regarder comment la modélisation peut nous aider à répondre à certaines problématiques. Je vous ai mis plein de mots-clés, on va pas voir tout ça, malheureusement. On est déjà un petit peu en retard. Mais on en a prévu 3 ou 4 déjà faites. Mais évidemment, je vous ai fait passer des petits papiers. L'idée, c'est si vous en avez, vous nous les remontez, je vais passer en récupérer. J'espère qu'il y en aura. Même si on trouvera de quoi vous trouver des solutions et à la rigueur on improviser des démos en live, puisque c'est prévu. Donc je te laisse peut-être démarrer avec un qui lui était prévu, c'est de parler du Story Changing Dimension. Tout à fait, un incontournable, tout le monde en a entendu parler, il y en a qui tremblent dans ces 3 lettres-là, mais c'est vraiment, le besoin il est quoi? Il est que les dimensions, elles ne sont pas immuables, elles peuvent changer, les attributs de dimension. Donc la technique qui est utilisée, que ce soit pour Kimball ou pour Inmon, c'est le Story Changing Dimension. Il y a 3 techniques différentes. Donc là, il est illustré ici, on a le premier type qui est dessiné, c'est le type 1, on va remplacer directement. Donc ça, c'est le comportement naturel auquel on pourrait s'attendre. On a un produit qui est le lapin malin, on a une saisie de données qui l'a inscrit dans le rayon jouet, pas de chance, c'était pas un jouet, c'était de la boucherie. Donc là, la chose à faire, c'est de faire un update. On va corriger le rayon directement, on écrase, on n'a pas besoin de gérer l'historique, ça c'est vraiment le type 1. On voit ici que les types de clés naturel business, donc les clés naturel business avec les codes qui vont permettre aux utilisateurs de retrouver lapin malin. Ici, c'est AA56. Les clés techniques ou les clés surrogate, c'est la clé propre au Data Warehouse que je vous avais introduit, c'est l'identifiant, c'est le 29. Ces clés, elles vont être utilisées, elles vont être importantes pour juste le slide d'après, donc on va le voir. C'est des mots de vocabulaire que je voulais vous mettre parce que c'est des mots qui reviennent souvent et on va s'en servir. Deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que le type de SCD, c'est un attribut de colonne. Ici, c'est le rayon qui est SCD type 1. Ce n'est pas un attribut de dimension. On ne dit pas qu'une dimension est en SCD. On dit qu'une colonne est en SCD, une colonne d'une dimension. Donc, deuxième technique qui est celle qui fait le plus peur, c'est la SCD type 2. Cette fois-ci, on va insérer une nouvelle ligne. On va dire, OK, je veux conserver mon ancienne valeur. Avant, lapin malin, il était sur le rayon jouet. Après, lapin malin, il est sur le rayon boucherie. Mais quand je vais faire mon analyse de données, je veux conserver ces liens. Je vais dire que je vais introduire donc 2 nouvelles colonnes techniques, c'est pour ça que je les ai grisées, qui vont indiquer la date de valeur de la ligne. Quand lapin malin va changer, va passer du jouet à la boucherie, on va insérer une nouvelle ligne et on va lui dire, OK, cette nouvelle ligne, c'est la nouvelle ligne courante. L'ancienne ligne, elle a une date de fin maintenant. Quand tu vas vouloir charger tes données, le lookup des enregistrements qui arrivent, tu vas le faire à la fois sur le code produit et sur une date de valeur. Ce qui va nous permettre de remplir notre table d'instantané de stock en disant, en fonction de la date, on voit février, mars, avril, mai, la clé produit va changer en même temps que la clé de dimension. Et c'est là où on va se dire que c'est important d'avoir à la fois une clé produit et un code produit, une clé surrogate et une clé business. C'est qu'ici, le code produit reste le même. Okay, donc si on n'avait pas mis en place une clé surrogate, on aurait eu un duplicat sur le code unique. Et on n'aurait pas pu retrouver quel était l'indicateur. Donc il est très important de mettre en place des clés techniques pour pouvoir faire la différence entre les 2 enregistrements. Voilà, une fois qu'on l'a chargé, on se retrouve avec notre modèle, on a notre table de fait, on a une table de dimension. On va se retrouver avec ce petit tableau croisé dynamique qui va dire, OK, sur février-mars, lapin malin va remonter sur les jouets. Sur avril-mai, lapin malin va remonter sur la boucherie. Et ça, c'était le besoin du client de dire, je veux traquer mon historique. Donc typiquement, bon là c'est un exemple vraiment stupide, mais on peut avoir des mouvements de commerciaux dans la hiérarchie qui vont être traqués. On va dire, OK, quand Georges il était sur la région A, son chiffre d'affaires était reporté sur la région A. Quand il passe sur la région B, il est reporté sur la région B. Par contre, l'historique reste sur la région A. Il n'y a pas de raison que quand il est muté dans la région B, ce soit la région B qui récupère son chiffre historique. Et évidemment, si on regarde le chiffre d'affaires de Georges, on voit bien tout ce qu'il a fait, quelle que soit la région. Tout à fait. La troisième technique, le type 3, c'est le type 3, c'est d'insérer une nouvelle colonne. Alors je vous rassure, on n'insère pas une nouvelle colonne à chaque fois qu'on a un changement. Là, d'un point de vue métier, on va aller le métier, on va lui dire, OK, sur combien de changements on veut traquer? Sur un changement, 2 changements, 3 changements, on va rajouter 3 colonnes et on va avoir la valeur actuelle, la valeur précédente, la valeur encore précédente.
C'est rarement utilisé tout seul, c'est vraiment des besoins très spécifiques. Par contre, c'est utilisé en hybride avec le SCD type 2 pour avoir rapidement, par exemple, la valeur actuelle et l'ancienne valeur directement au niveau d'un enregistrement. Donc, selon la littérature, des fois, on appelle ça un CD type 4, des fois un CD type 5 parce que c'est 3+2. Il ne faut pas avoir peur, c'est juste un hybride de ces des trois techniques de base. Encore une fois, restez pragmatique. La modélisation doit répondre aux besoins. Tout à fait. Il y a un petit point, bon c'est un petit, mais je vais le dire. On parle de slowly changing dimension, de dimension à changement lent, mais qu'est-ce qui se passe quand on est d'une dimension à changement rapide? Si mon rayon, il change tous les jours, si la granularité du changement du rayon par rapport au temps correspond à la table de fait, ma table de fait, elle est au jour, d'accord? Je vends des produits tous les jours. Et mon rayon, il change tous les jours. Ben, si on en arrive là, ça veut dire qu'il faut créer une nouvelle dimension. Il va falloir extraire cet attribut et lui donner une nouvelle dimension et créer une dimension rayon. Ça veut dire qu'à un moment dans la modélisation, on s'est trompé, ou tout du moins, on est parti d'une hypothèse en disant le rayon fait partie de ma dimension produit, mais manifestement non. Donc quand on dit slowly changing dimension, il ne faut pas croire que ça existe dans le vide. La quickly changing dimension, ça veut juste dire qu'il faut sortir la dimension. Jean-Pierre. Bon, personne n'a apparemment remonté de cas techniques ou de problématiques à nous soumettre. On avait, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes timide ou si finalement tout va bien et vos data warehouses sont parfaits. Mais normalement, on avait prévu, donc on va vous parler quand même de plusieurs cas, on va les itérer, et puis si il nous reste du temps, on verra ce qu'on fait. Mais on en a quelques-uns. La semi-additivité. C'est une problématique classique dans de la modélisation multidimensionnelle. Globalement, c'est quand on va faire de l'analyse de stock. On parle aussi de snapshot temporel. Mais globalement, on va rester avec un exemple d'analyse de stock. Imaginons, j'ai 2 entrepôts. Un à Toulouse, un à Paris. Le 5 décembre, donc la semaine dernière, je fais un inventaire et donc je rentre dans mon système que j'ai 55 unités et 30 unités dans chacun des entrepôts. Vous êtes d'accord que au 5 décembre, donc la semaine dernière, j'ai bien 85 éléments sur mon stock total. Cette semaine, je fais un autre inventaire, j'ai un peu moins de produits dans l'un, un peu plus dans l'autre, 43, 32, j'ai donc au total 75 produits sur l'ensemble de mon stock. Le problème avec une modélisation classique, avec une configuration classique aussi d'analysis services, tout simplement, quand on va faire le total avec son tableau croisé dynamique, sur décembre, donc je ne veux pas voir à la journée ou à la semaine, mais je veux tout simplement voir quel stock j'ai pour décembre. Il va vous sortir ça. Oui, puisqu'au final, il fait des sommes. Donc tout simplement, il va prendre toutes les lignes de décembre et il va nous mettre 98, 62, 160. On est d'accord, ces chiffres-là ne sont pas bons. Ce n'est pas les informations qu'il faut donner. La solution pour répondre à ça, on va tout simplement changer la formule d'agrégation. Donc là, pour le coup, on va utiliser une fonctionnalité d'analysis services pour lui dire comment lire ma table. En termes de modélisation, tout simplement, la table va rester telle qu'elle. On parle de snapshot temporel. Donc en fait, on fait un snapshot de un inventaire de stock, par exemple, mais ça peut très bien être la consolidation de toutes les KPI de l'entreprise qui est pointée une fois par semaine ou une fois par mois. Donc on fait ces snapshots. Donc on va bien avoir les stocks jour après jour. Mais par contre, on va dire à Analysis Services que quand il va les lire, il va reconnaître des blocs et il va donc ne pas agréger de la même façon quand il va être sur la dimension temps. C'est pour ça qu'on parle de semi-additivité. Vous voyez bien qu'on additionne si on est sur la même journée, on n'additionne pas si on est sur 2 journées différentes. J'ai dit la réponse avant de passer les slides. D'autres solutions, mais je les ai mis avec un point d'interrogation. En effet, on pourrait très bien s'amuser à faire un membre calculé en MDX. Vous avez vu un petit avant-goût de MDX hier avec François et Aurélien. Ça reste compliqué, c'est faisable, hein, ça reste compliqué, c'est difficile à maintenir. Là, on va utiliser vraiment la solution que je vous ai dit et l'idée, c'est de pouvoir vous la montrer. Je vais juste, voilà. Je reviendrai après sur ça. Ok, admettons. Donc, on est là, semi-additivité. Donc, j'ai une dimension temps, une dimension entrepôt, et j'ai une table de fait, comme on a pu le voir. Hein, donc, j'ai fait ma table de fait où tout simplement, je stocke ce que je mesure du stock par entrepôt et par date. Alors, donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'interface, c'est Visual Studio et c'est Analysis Services. On est en train de fabriquer un cube. Donc, on retrouve bien le schéma avec la table de fait au milieu et les tables de dimension. Et normalement, c'est aussi dans SQL Server. Tout à fait. Qui n'est pas démarré. On va voir après. Revenons à Analysis Services.
Donc derrière, je vous passe, on n'est pas là pour faire un cours sur Analysis Services, mais j'ai donc créé ici, donc monté mon schéma en étoile d'Analysis Services, et lui va me détecter les mesures et les dimensions. Et en fait, dans les mesures, alors je crois que je dois avoir un fichier Excel qui nous donne l'état actuel des données. Donc maintenant, c'est du vocabulaire que tout le monde connaît, hein, mesure, dimension, table de fait, il n'y a pas de problème. En notant que dans Analysis Services, le vocabulaire, quand on parle pas d'une table de fait, on parle d'un groupe de mesures. Exactement. Ce qui revient à la même chose. Hein. La table de fait, c'est dans le moteur relationnel. À partir du moment où on passe dans Analysis Services, on appelle ça un mesure groupe, un groupe de mesures. T'as éteint ton serveur. C'est pour économiser ta batterie. Ouais, c'est bien, c'est un bon réflexe. Et Analysis Services est censé répondre. Je vous montrerai ça après, l'effet démo. Donc, si je prends mon tableau croix-dynamique, je vais avoir l'erreur que je vous ai montrée tout à l'heure dans le slide. Ici, on a tout simplement les fonctions d'agrégation et par défaut, une mesure est agrégée par une somme. Je crois que c'est, 98% des mesures sont finalement des sommes. On somme des ventes, des stocks, des choses comme ça. Dans Analysis Services, j'ai la possibilité, hop, on va faire un petit coup. J'ai la possibilité de changer mon niveau d'agrégation. Et là, j'ai différents éléments. Je peux très bien compter des éléments, prendre le min, le max, etc. Et on a, ici, tout en bas, le last non-empty. Et globalement, c'est souvent la règle qu'on prend pour des analyses de stock. Mon stock de décembre, c'est le dernier stock connu du dernier jour de décembre. Donc évidemment, quand je suis en janvier, c'est le 31 décembre. Mais là, par exemple, on est le 13. Si j'ai fait mon inventaire de stock le 12, ben en fait, il doit choisir le 12. Et en fait, avec cette mesure d'agrégat, le last non-empty, SQL Server va tout simplement agréger différemment. Il va, sur le temps, prendre le dernier non vide, mais sur les autres, il va effectivement faire une somme. Donc on garde bien notre modélisation, on va bien avoir la somme des entrepôts, mais on va garder la dernière mesure non vide sur la dimension de temps. Alors, moi j'aime bien être précis sur le vocabulaire. La semi-additivité dans le monde Microsoft, particulièrement sur Analysis Services, ça sous-entend la semi-additivité par rapport au temps. Donc c'est typiquement des problématiques d'entrepôt, parce que ça correspond à 99% des problématiques, c'est de la semi-additivité par rapport au temps. Dans la littérature plus globale, quand on parle de semi-additivité, ça peut être par rapport à n'importe quelle dimension. Donc voilà, ça c'était un point que je voulais dire rapidement en passant. Donc, ça y est, tout est démarré. Donc, je mets bien... Donc on a à peu près la même chose. Et on voit bien que sur décembre, j'ai bien 30, 32, mais il se trompe sur le total. Et donc là, l'idée c'est de le changer, de refaire un petit process. En fait, j'ai redémarré ma machine ce matin, c'est pour ça qu'il est un peu lent. Allez. Ce sera plus rapide pour les prochaines démos. Donc le tableau Excel, il accède au cube qui est en live. Là, Jean-Pierre a fait la modification de la solution. Il faut qu'il déploie sa modification pour qu'on voit l'effet dans le cube. Que je déploie et que je processe. Donc évidemment, il y a deux lignes, donc tout ça se fait très rapidement. Et encore, je trouve que c'est un peu... Et donc là, je vais tout simplement actualiser mes données. Et on voit bien que sur le total, il me prend le last non-empty. Donc il va bien prendre les données, hop, un petit coup de zoom, il va bien prendre les données du 12 décembre. Par contre, on est bien d'accord, si je regarde sur une journée, sur 2 entrepôts, il m'a bien fait la somme. Donc là, on parle vraiment de la problématique de semi-additivité. Hop, on va revenir au slide. Désolé, je vous donne le mal de mer. Hop, petite remarque quand même en rouge. Cette petite chose sympathique où en fait vous voyez que j'ai tout simplement réglé mon problème en choisissant une méthode d'agrégation est en fait disponible uniquement dans l'édition Enterprise. Sur 2008, 2008 R2 et 2005 également, mais ils n'en vendent plus. Voilà. Par contre, sur 2012, on a la nouvelle licence qui sera la licence Business Intelligence. Qui va permettre d'avoir ce type de feature sans forcément aller tout au bout. Autre problématique, la gestion des nuls ou plus globalement la problématique de l'absence de valeur. L'idée c'est, je vais avoir un fait, donc par exemple une vente, qui référence un membre de dimension qui n'existe pas. Exemple, pour une raison ou pour une autre, le fameux lapin malin n'existe plus dans le catalogue produit.
Et pourtant, il y a toujours des ventes qui sont agrégées depuis les caisses ou depuis Internet sur ce produit-là parce qu'il existe toujours, il est toujours en vente. Donc, quand on va être dans notre base, on va avoir un problème de nullité ou, si jamais on utilise des foreign keys, qui va être invalide. Donc, globalement, on peut avoir une problématique où vraiment on va avoir un fait qui ne référence pas. Alors, comme en général, on ne met pas de foreign key, le problème va se jouer au process. Où en fait, quand il va processer, il va donc analyser tous les faits, il va regarder les dimensions qui sont dans l'étoile, et il va faire tout simplement les précalculs et les préagrégats. Et là, quand il ne va pas le trouver, il va faire une erreur au traitement du cube. Juste pour vous montrer. On notera en passant en règle générale, on ne met pas de foreign key. En data warehousing Microsoft, en règle générale, dans les schémas en étoile et les schémas en flocon, on ne monte pas ces clés étrangères. Donc on a tout un débat. Je lance comme ça une petite pique. Si vous voulez en débattre, vous venez nous voir, il n'y a pas de problème. Donc normalement, ça devrait planter. Voilà. Et ça va planter pourquoi? Tout simplement parce qu'il me dit qu'il ne trouve pas le produit qui a l'ID 7. Donc là, j'ai choisi des ID super simples. Donc j'ai créé tout simplement, je ne vous ai pas montré la modélisation, mais j'ai une table de vente des produits dans le temps, sur des entrepôts, etc. Quelque chose d'assez classique. Sauf que là, j'ai fait exprès d'introduire un fait pour lequel je n'ai plus le produit. Le produit n'existe pas. Donc là, on voit bien qu'au process, ça plante. Comment on va pouvoir résoudre ça? On va travailler avec un concept qui existe dans Analysis Services. Donc c'est encore une fois une feature d'Analysis Services qui va nous aider à résoudre la problématique. C'est ce qu'on appelle l'unknown member. L'unknown member, c'est simple. C'est tout simplement dans une dimension un membre spécifique, technique, qui est géré par Analysis Services, qui permet justement de gérer le produit inconnu. Donc globalement, l'élément inconnu dans une dimension. Ça peut évidemment se mettre sur toutes les dimensions. On verra les alternatives après. Je vous montre juste comment on peut faire ça. Donc tout simplement, dans ma dimension produit, donc ici j'ai une dimension catalogue, pardon, on ne l'a pas appelé produit. Et dans ces propriétés, on va avoir ce qu'on appelle le noMember, qui ici est mis à none. Donc c'est pour ça qu'en fait, il a planté au moment du process. Pourquoi? Parce que je lui ai pas indiqué comment il devait gérer l'absence de valeur. Donc là, on va le mettre en visible. On va lui donner un nom. Donc là, c'est le nom du membre qui va être vu par les utilisateurs. Et on va processer. Hop, il est là. Et si tout se passe bien, ça va planter encore. Juste pour vous le montrer. Pourquoi? Parce qu'il manque quand même une information, c'est que je dois lui dire explicitement qu'il doit utiliser le noMember. Le fait de l'avoir déclaré n'est pas suffisant sur ma dimension. Pourquoi? Parce que ma dimension peut très bien être partagée. Et j'ai peut-être envie sur mes ventes de gérer un noMember parce que j'ai besoin de savoir que j'ai vendu un produit qui n'est plus référencé et qui n'est plus en stock. Mais par contre, sur des analyses marketing, par exemple, j'ai peut-être envie vraiment que ça plante parce que je ne peux pas faire du market sur un produit qui n'existe pas. Ça serait dommage de dépenser de l'argent sur des AdWords ou des choses comme ça pour un produit qui n'existe plus. Donc je peux avoir ça. Et donc là, il y a encore une chose à faire. Et je vais relancer le process. Sauf que là, je vais tout simplement lui dire. Et en fait, on a tout un tas d'options ici où je vais pouvoir lui dire. Hop, vous le voyez ici, convert to unknown. Donc je vais lui indiquer, quand tu processes, si jamais tu ne trouves pas la clé dans la dimension, tu la convertes automatiquement en unknown. Normalement, tout est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Attends, stop une erreur. Comment? De quoi? Ou tu ignores l'erreur. Sinon, il va quand même s'arrêter quand tu vas... Oui. Ça devrait être bon. Voilà. Il constate l'erreur, mais il va la corriger. Et elle va passer sur le membre inconnu. C'est bien qu'il manquait un bout. Et donc là, alors je vous passe Excel juste pour pouvoir passer à d'autres démos. Mais là, en fait, dans ma liste de produits, je vais avoir en fait donc tous les produits de mon catalogue, mais je vais avoir une nouvelle ligne qui va être le produit inconnu. Évidemment, si j'avais écrit autre chose, c'est autre chose qui serait apparu, qui va me prendre en fait tous ces éléments nuls. Néanmoins, c'est pas forcément l'approche qu'on va utiliser. Donc dans Analysis Services, on a tous les outils pour pouvoir gérer ça. Maintenant,
Les alternatives, et à titre perso, je préfère souvent les traiter avec les alternatives. On va créer en fait des membres spéciaux dans notre dimension. Donc on va créer nous-mêmes un élément dans la table de dimension qui va s'appeler produit inconnu. Souvent on lui donne une ID technique, -1, nul, 0, enfin on lui donne quelque chose de très spécial. Et on va traiter ça directement dans notre ETL. Pourquoi? Parce qu'on est dans la problématique de qualité de données. Le fait de savoir qu'on a des caisses qui nous ramènent des ventes de produits qui n'existent plus, c'est un problème qu'il faut traiter. Il ne faut pas juste… Alors évidemment, on peut très bien aller jusqu'au bout du process pour le remonter à l'utilisateur. On ne va pas planter directement à l'ETL, mais il y a vraiment tout un process derrière. Et évidemment, on va avoir des outils type DQS ou MDS pour pouvoir gérer ça. Mais c'est vraiment une problématique de qualité de données. Donc en général, on le traite en amont pour pouvoir gérer ça. Surtout qu'en plus, il y a quelques contraintes au niveau de l'unknown member qui ne permettent pas de faire tout ce qu'on veut faire, surtout dans des modèles en flocon. Le many-to-many, on a vu tout à l'heure, tu as présenté des ventes et la raison de la vente, ou non, la promotion, le code promotion de la vente. C'est une problématique qu'on a souvent, c'est en fait, j'ai un élément, je dois le ventiler sur plusieurs choses. Donc par exemple sur la vente, j'ai envie de tracer les différentes promotions qui ont été faites. On a vu que dans notre modélisation, un fait est lié à un membre de la dimension. Alors que là, donc, si une vente était conditionnée par acheter avec une carte de fidélité ou avec une remise commerciale, ça pourrait aller. Le problème, c'est que des fois, les clients, ils arrivent avec une carte de fidélité, une remise commerciale, un coupon. C'est presque si on leur rend de l'argent. Mais en fait, ils ont plusieurs raisons sur la vente. Par contre, la vente, c'est bien le produit Lapin Malin, pour reprendre cet exemple-là, qui a été vendu pour 100 €. C'est un peu cher. Donc la problématique, c'est de pouvoir ventiler cette information-là sur les différentes valeurs de la promotion. En relationnel, on a quelque chose de simple, ça s'appelle une table d'association. On fait tout simplement un NN, de toute façon à la problématique elle s'appelle many to many, donc tout simplement on met une table au milieu et pour chaque vente on met les différentes promotions et pour chaque promotion évidemment on peut retrouver les différentes ventes. Évidemment on va faire exactement la même chose en décisionnel dans notre modélisation, on va créer une table qui va faire le pont entre les ventes et les promotions. Cette table, alors j'ai mis exprès un nom tordu, Bridge Factless Fact Table. Pourquoi? Parce que dans la littérature, elle porte différents noms. Il y a certaines personnes qui appellent ça des Bridge Tables, des Factless Tables, etc., etc. Globalement, c'est une table d'association. Et encore une fois, si on doit revenir sur du pragmatique, je dois tout simplement ventiler des ventes sur des promotions. En SQL, il n'y a pas 50 façons de le faire. Je vous montre juste le schéma que je dois avoir dans mon DSV. Si vous étiez là hier, c'était la problématique que François et Aurélien ont présentée à un moment. C'était également sur les ventes avec une… c'était pas les promotions. C'est un scénario classique qui revient… C'était les raisons de l'achat, c'est pour ça que je mélangeais. Donc, vous voyez bien que j'ai ma table de faits ici, qui a une dimension temps et une dimension produit. Donc, je peux bien analyser mes produits, mes ventes de produits dans le temps. Et j'ai en dessous une dimension promotion. Et en effet, j'ai quelque part dans mon système source, on l'a bien quelque part, on a le lien entre la vente et les promotions qui ont été mises sur la vente. Tout ça, on l'a dans nos données sources. Effectivement, je l'ai, donc je dois l'avoir. Il est là. Donc tout simplement, comme en relationnel classique, je vais tout simplement faire cette table qui va faire le pont entre les deux. Et sauf que derrière, je vais la rajouter dans mon cube. Hop. J'ai déjà la solution, j'ai oublié de faire le ménage. Donc globalement, ici, je vais la monter comme étant une table de faits. Donc comme l'a dit tout à l'heure Florian, c'est un groupe de mesures dans Analysis Services. Donc je vais tout simplement lui dire, ça c'est des données que tu dois analyser. Donc on a un groupe de mesures qui est tout simplement mes ventes. Donc j'ai mes ventes par produit et par temps. Je lui mets un deuxième groupe de mesures. Et là, qu'est-ce que j'ai dans cette table de faits? J'ai les promotions et les ventes. Donc je sais dire que le ticket numéro 127 est associé à telle promotion. Donc ça, on est sur deux schémas en étoile qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Maintenant, comment je peux faire pour faire les deux? Tout simplement, je vais créer une relation de type many to many pour faire le lien. Donc, normalement, j'aurais dû créer, hop, on vient ici, j'aurais dû créer cette dimension qui va me permettre de faire le lien. Donc la dimension, c'est tout simplement les ventes.
Je vais la mapper sur les deux groupes de faits. Donc vous voyez qu'en fait, elle fait vraiment, le terme bridge est vraiment bien adapté, puisqu'il fait vraiment le pont entre mes deux groupes de mesures, puisque je suis capable de récupérer les ventes d'un côté, les promotions de l'autre. Maintenant, il me manque un truc, c'est que je veux analyser ici mes ventes. J'ai pas le curseur, mais vous pouvez le voir ici au milieu de l'écran. Je vais analyser mes ventes sur la dimension promotion, quelque chose qui n'est pas en natif. Ben, tout simplement, ici, on a la possibilité, quand on choisit comment il doit croiser la dimension avec ça, de lui dire, ben, en fait, tu fais du many-to-many. Donc, many-to-many est un pattern qui est supporté par Analysis Services en natif. Je crois que la démo a été faite en plus IA, ou tout simplement, je vais lui dire, ben, c'est simple, tu as un groupe de mesures intermédiaires qu'on peut rendre complètement invisible, hein, on n'est pas obligé de le présenter à l'utilisateur, qui va nous permettre de rejoindre les promotions là-dessus, sur les ventes par promotion. Alors, ils l'ont cité hier, hein, Aurélien et François, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. Il y a vraiment un excellent document, le Many-to-Many Revolution, qui est disponible gratuitement, c'est un PDF sur sqlbi.com, le site de nos compères italiens Marco Russo et Alberto Ferrari. Si vous êtes sur SSS en train de travailler sur ces problématiques-là, et maintenant même sur Tabular puisqu'elle a été mise à jour, Many-to-Many Revolution, c'est vraiment le PDF qui référence tout ça, qui est vraiment excellent et qui permet de faire le point, et qui est gratuit. Donc. Alors, un des petits soucis qu'on a avec le Many-to-Many, c'est que par défaut, on n'a pas de ventilation de nos ventes. C'est-à-dire que si j'ai vendu donc mon lapin malin à 100 € avec une carte de fidélité et avec une remise commerciale, le problème c'est que quand je vais afficher, je vais bien avoir 100 € sur la partie carte de fidélité et 100 € sur la partie remise commerciale. Et donc je vais avoir un souci puisque quand il va me faire la somme, ben, en fait, il peut y avoir des incohérences de lecture. Il n'y a pas d'incohérence dans le modèle puisqu'on a bien vendu pour 100 € avec une carte de fidélité et pour 100 € avec une remise commerciale. Donc notre modèle est bon. Maintenant, c'est dans la lisibilité que vont avoir les utilisateurs, il peut y avoir confusion. Donc souvent, on va travailler avec un autre pattern qui s'appelle la pondération, qui va me permettre en fait de ventiler ça, de ventiler ma vente sur les différentes promotions. Exemple, j'ai envie de dire qu'il y a 50% de ma facture qui est sur la carte de fidélité et 50% de ma facture qui est sur une remise commerciale. Ben en fait, je vais demander à Analysis Services de faire le calcul. La façon de faire, purement modélisation, ben c'est simple, c'est on le fait dans son ETL tout au début. On arrive, on a les coefficients de pondération et quand on intègre le ticket de caisse, on crée deux faits. J'ai bien vendu pour 50 € avec la remise commerciale et pour 50 € avec la carte de fidélité. Là, on rentre finalement dans un modèle en étoile classique, tout rentre dans le même schéma. Néanmoins, il y a tout un travail. Et puis surtout, si la pondération change avec le temps, là, on le fait au moment où on intègre le ticket de caisse. Donc, on a la possibilité, encore une fois, de s'appuyer sur Analysis Services pour pouvoir faire ce calcul dynamiquement. Pour faire ça, alors je ne sais pas si SQL a démarré, mais je vais vous le montrer directement depuis le DSV d'Analysis Services. C'est qu'ici, vous voyez que dans ma table d'association, hein, dans ma bridge table, j'ai rajouté ici une colonne pondération. Tout simplement, je suis capable au moment où j'affecte les deux de leur donner la pondération et donc le critère que va avoir la promotion par rapport à la facture totale. Grâce à Analysis Services, il est là. Et je pense que je n'ai pas fait le ménage, donc ça va y être directement. Ici, dans mes ventes, ben, je vais lui dire, il faut que tu fasses le calcul. C'est simple, en fait, les ventes, c'est la vente originale multipliée par la pondération. La pondération, elle est inférieure à 1, c'est un coefficient. Encore une fois, ça va, je ne l'ai pas fait. J'ai ici, dans les options avancées d'Analysis Services, la possibilité de lui dire, ben, en fait, vente, ce n'est pas les ventes, c'est les ventes multipliées par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est tout simplement ce qui est calculé dans un autre mesure groupe. Donc comme en plus on est dans un mesure groupe, hein, on est dans ce qui est calculé dans la table de faits, on a quelque chose de très performant puisque ça va être agrégé par Analysis Services au moment du processing. Donc mesure point vente, heureusement que je n'ai pas mis d'espace, multiplié par mesure point pondération. Juste pour vous montrer, je crois que je l'ai déjà d'ouvert. Forcément, avec la solution, ça marche mieux. Hop, on est bon. Je suis trop rapide. Non, t'es trop fort. Ah. Tout est déjà fait. On fait un petit process. J'espère qu'il n'y a pas de faute de frappe. Alors. Donc ne pas modifier ces démos le matin, hein, même quand on veut les rejouer.
Mesure.vente. T'as un S à vente. Ouais, j'ai un S à vente. Et pondération, il n'y a pas de faute. Build succeed. On va faire un petit coup de process. Pardon? Ah ouais, elle n'existe pas ta mesure pondération. Ah ben voilà. Merci. Donc j'avais nettoyé la moitié de la démo. New mesure. Et en effet, j'ai pondération, donc c'est sûr qu'il ne va pas le trouver. Ça risque de marcher mieux. Donc en fait, je voulais vous montrer le delta, c'est-à-dire faire la version sans, la version avec, etc. Donc c'est pour ça que j'ai mal nettoyé les différents éléments. Et donc là, alors évidemment, il va nous montrer la même chose, hein, mais l'idée c'est que vraiment, je vais pouvoir, hop, je vais vous zoomer ça, je vais pouvoir pondérer, ventiler, on parle de ventilation, mes ventes sur les différents types de remises que je vais avoir. Alors que si on regardait dans la table, je n'ai aucune vente qui ne tombe pas juste. Là, on voit bien qu'on a des 0,5, des 0,15. Donc, en fait, tout simplement, il a appliqué un coefficient de pondération pour pouvoir faire ça. Donc, c'est une des façons qu'on a de résoudre cette problématique qui est impliquée par le mini-to-mini. Mini-to-mini, on en a beaucoup. Évidemment, il y a plein d'autres problématiques qu'on a avec le mini-to-mini et il y a à chaque fois plein de petites solutions qui vont passer soit par des choses très avancées dans Analysis Services, enfin très avancées ou tout simplement avancées dans Analysis Services, ou alors derrière, on a aussi la possibilité de redescendre à la modélisation. Je vous rappelle, par exemple, cette problématique, on aurait très bien pu la régler dans l'ETL. En passant, la pondération, évidemment, on ne l'invente pas, elle vient d'un système, c'est que quelqu'un quelque part l'a saisie. Hein. Oui. Si vous n'avez pas un utilisateur qui vous donne une pondération, vous n'allez pas pouvoir l'inventer. C'est comme en compta analytique, par exemple, qui est un cas classique de ventilation. Je crois qu'il est... On a d'autres. Alors, on pourrait continuer comme ça, donc je pense qu'il est temps de conclure pour vous laisser quand même une petite pause. On peut prendre quand même quelques questions s'il y en a. Évidemment, vous retrouvez la dernière démo dans les sources qu'on fournira et évidemment dans les slides. Si vous voulez nous parler d'un cas précis que vous avez rencontré, n'hésitez pas à nous... normalement, on est en rouge. Toi, il est là, mais... Ouais, je vais repasser en rouge. On est là toute la journée, hein, donc n'hésitez pas à bien nous poser vos questions. Pas de questions? Bon. Merci. Eh bien, j'espère qu'on a pu apporter quelques éclairages sur tout le monde compliqué de la modélisation. Merci. Et on vous souhaite de bonnes sessions.